tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan du mois de mai et très honnêtement il est un peu... Voilà, il n'y a pas que d'excellentes lectures, il y a de très bonnes lectures, mais il y a aussi pas mal de déceptions. Je vous avoue que je ne suis pas sûre si c'est à cause des livres en eux-mêmes ou si c'est parce que j'ai été extrêmement stressée ce mois de mai, puisque tout simplement j'ai repassé mon permis, je l'ai eu. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, je suis trop contente, je l'ai su hier, donc voilà, c'est encore tout frais l'excitation, mais à la fin du mois de mai ça a vraiment, je pense, influé mes lectures. Parce que avec le stress, j'ai tendance à avoir des lectures beaucoup moins satisfaisantes que quand ça va un peu mieux. Donc voilà, je pense que c'est pas que les livres en eux-mêmes, c'est aussi quand même pas mal l'anxiété qui a pris le dessus en cette fin de mois de mai. En attendant, on va pas s'étaler plus que ça. Je vais vous faire un très rapide récap des livres que je vous ai déjà présentés dans mon update lecture, puisqu'à chaque fois je vous fais un update lecture à mi-mois pour éviter de vous parler de 25 livres en même temps. Donc je vais passer très rapidement dessus, mais si jamais vous voulez mon avis complet, je vous invite à aller voir ma vidéo. J'avais donc lu La fille du roi pirate de Trisha Levenseller, cette histoire de piraterie et de romance qui ne m'a malheureusement pas énormément convaincue. Ça a été vraiment demi-teinte parce qu'il y avait de très bons éléments mais qu'il y avait énormément de répétitions. Du coup ça n'a pas été une excellente lecture, je vous avoue. J'ai également lu Meurtre et tarte au citron meringuée de Joanne Flug, publié chez Cherche Midi. C'est donc la quatrième aventure des enquêtes d'Anna Swanson. Je vous ai fait une vidéo exprès sur le livre où je pâtisse mène l'enquête et lit tout simplement. Et franchement ça avait été un très bon moment de lecture. J'adore les enquêtes d'Anna Swanson. Là on va suivre donc Anna qui va devoir découvrir ce qui est arrivé à une dame qui vient de vendre sa maison et qui a été retrouvée assassinée juste après. J'adore cette série, je ne m'en lasse pas, vivement le prochain épisode que je vais tourner qui sera sûrement en octobre. J'ai également lu La Muse des cauchemars de Laini Taylor, publié chez Lumen. C'est la fin de la duologie Le Faiseur de rêves, que j'ai bien aimé mais que j'ai trouvé beaucoup moins bien que le tome 1 parce que j'ai trouvé que ça manquait en fait de localisation et du coup l'action était concentrée au même endroit et je me suis un petit peu ennuyée avec cette suite. Donc voilà, après c'était pas une lecture nulle hein, mais... j'ai pas été méga fan. J'ai adoré cependant l'affaire Agatha Christie de Nina de Gramont, publiée chez Cherche Midi, qui est une histoire qui imagine ce qui s'est passé pendant les jours où Agatha Christie a complètement disparu, mais du point de la maîtresse de son mari, et ça j'ai trouvé ça très original, très chouette. Vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. J'avais également lu Un jeunesse, ce qui n'est pas commun, qui est La librairie à explorer de Mindy Thompson et publié chez Milan. Vraiment très bon moment de lecture avec ce jeunesse. Pourtant c'est rare chez moi puisqu'on explore un petit peu la thématique du voyage dans le temps et ça j'avoue que j'aime beaucoup et je l'ai trouvé presque un petit peu trop dur pour du jeunesse, donc voilà, c'était un très bon moment. Si jamais vous souhaitez découvrir un jeunesse de temps en temps, vraiment c'est un roman que je vous conseille. Et enfin j'avais également lu le Nettleton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer d'Anne Léry, publié chez Faubourg Marigny. Très bonne lecture, ça franchement je vous le recommande à 1000%. C'est une histoire où on va suivre une femme qui va travailler dans un asile psychiatrique pour jeunes femmes débiles, sauf qu'en fait elle se rend compte petit à petit que finalement ces jeunes femmes ne seraient peut-être pas bêtes et qu'elles seraient peut-être juste enfermées parce qu'elles ont des opinions, parce que elles sont pas comme tout le monde, parce qu'elles n'ont pas la même sexualité que tout le monde, parce que... enfin voilà, tout ce qui n'était pas conforme, hop, vite on les enfermait, c'était bien pratique. Et vraiment c'était un roman que j'ai adoré, qui traite très peu de la santé mentale parce qu'en fait on se rend compte que les femmes qui sont enfermées là-dedans n'ont aucun problème en fait de santé mentale. Enfin du moins elles ont peut-être des traumatismes mais elles sont pas débiles au terme clinique. Et du coup c'est plus une émancipation et j'ai trouvé ça passionnant et je l'ai adoré, donc vraiment je vous le conseille. Maintenant que je vous ai très rapidement montré les livres que j'avais déjà chroniqués, on va passer à ceux que je ne vous ai pas encore chroniqués et... mon chouchou du mois. Est-ce une grande surprise? J'ai écouté les tomes 4, 5, 6 de l'Assassin Royal, donc c'est ce qui correspond en fait au tome 3 dans la version originale puisque les découpages français sont différents. Je vous ai fait une vidéo explicative sur
comment lire l'Assassin Royal parce qu'on peut vite s'y perdre et du coup c'est la fin de la première époque. L'Assassin Royal c'est une saga où on suit Fitz qui est un jeune bâtard qui arrive à la cour et qui va devoir évoluer au milieu d'intrigues politiques très poussées, qui va devoir conjuguer à la fois la magie de l'art qui est la magie de sa famille, qui est enseignée, qui est prônée, et la magie du vif qui est le fait de pouvoir se lier à un animal qui est complètement proscrite et qui, voilà, il faut absolument pas faire ça, et il va un petit peu voilà, naviguer en eau trouble, accompagné notamment d'Œil de Nuit à partir du tome 2 qui est un personnage qui est un loup avec qui il se lie et qui est un personnage que j'adore, et puis bah forcément il y a aussi plein d'autres personnages qui sont incroyables et c'est vraiment une saga mais exceptionnelle. C'est de la fantaisie adulte donc attention, ça prend son temps, il y a beaucoup de descriptions mais c'est de la fantaisie adulte donc c'est, enfin voilà, pour les personnes qui ont l'habitude c'est pas du tout long, c'est juste que pour les personnes qui ont l'habitude de la rapidité du young adulte et de, je dirais pas le côté un peu pauvre du monde parce que il y a des écrits de young adulte qui sont très bien faits, mais dans les écrits adultes, le monde est extrêmement fourni, c'est des systèmes de magie qui sont complexes et à la fois ultra intéressants, vous avez vraiment un contexte géopolitique, voilà, c'est beaucoup plus poussé que le young adulte, donc si jamais vous aimez ce côté rapide, voilà, peut-être pas la fantaisie adulte, mais si vous avez envie de, voilà, de profondeur, lancez-vous, cette saga est incroyable. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été étonnée, il y a même des passages presque un peu what the fuck, mais c'est pas grave, et juste c'est du suspense, c'est haletant, et puis surtout on s'attache tellement à ces personnages. On s'attache tellement aux personnages. Et d'autant plus dans la fantaisie adulte, je trouve, quand les personnages sont bien faits, on s'y attache vraiment parce que c'est un investissement de se lancer dans les récits de fantaisie adulte parce qu'ils sont énormes, parce que ça demande beaucoup de temps, il y a souvent beaucoup de tomes, et puis c'est des gros pavés. Mais qu'est-ce qu'on s'attache aux personnages, et voilà, et moi il y a des choses, en fait à chaque fois que je termine un tome, enfin j'entends un tome façon découpage original, mais je chiale, je pleure parce que il se passe des choses et qu'on s'attache tellement à eux qu'on peut être que ému en fait, et vraiment là, voilà, je peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais ouais, mon cœur s'est retourné un nombre de fois incalculable, et j'aime tellement cet univers, j'aime tellement les personnages, je les trouve vraiment bien écrits et je les trouve attachants, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour, notamment grâce à Œil de Nuit, qui est un loup qui est très drôle parce que il parle, et en fait il parle rapidement comme ça, et en fait il comprend pas au début ce que c'est que d'être un humain. Petit à petit ils vont tous les deux en fait converger vers un point un petit peu entre animal et humain, et du coup ils vont s'imprégner un peu des façons de faire l'un de l'autre, mais au début ils sont vraiment... Œil de Nuit il comprend pas les humains, et du coup des fois il lui dit de faire des choses mais qui sont absolument pas socialement acceptables, et c'est très drôle, et puis il y a beaucoup de mythologie, et puis surtout dans ce tome on arrive à ouvrir l'univers. Là il y a des possibilités qui sont ouvertes, il y a de la magie inexplorée, il y a des territoires inexplorés, et on sait que dans la suite on va y aller en plus en détail, et qu'en fait l'Assassin Royal première époque ce n'est vraiment que la surface de tout ce qui nous attend. Et du coup je ne sais plus où j'en suis parce que je me suis emballée dans une espèce d'envolée littéraire sur une saga mais que j'aime tellement, donc je peux pas m'en empêcher. Mais vraiment gros coup de cœur pour cette saga. Je vais continuer avec la prochaine saga dans l'univers, normalement si on lit de la bonne façon, enfin de la bonne façon, pour avoir toutes les références, qui est Les Aventuriers de la Mer. Je vais commencer ça en juin et j'ai beaucoup trop hâte parce que franchement, mais Robin Hobb c'est vraiment une auteure de talent, mais un talent, mais c'était du génie, voilà, j'adore. Bref, je vais m'arrêter de parler de l'Assassin Royal parce qu'on m'a déjà fait la remarque que j'en parlais un petit peu trop, donc voilà. Ensuite, et je vais les attraper comme ils viennent et pas forcément par ordre chronologique, j'ai lu Les Cités Rebelles, donc le premier tome des Monstres de Papier d'Anne Seiling, publié chez Lumen. Je ne sais pas si ça va être une duologie ou une trilogie, en tout cas il y a déjà un tome 2 qui est prévu. Et là on est sur une espèce de fantasy qui est un petit peu à mi-chemin entre le jeunesse et le young adulte. Parce que on est plus dans des thématiques et dans des schémas narratifs de jeunesse
mais avec une écriture un peu young adulte. Donc on est vraiment, voilà, entre les deux. Et moi j'ai adoré cette lecture, enfin adoré. J'irai peut-être pas jusque là, mais j'ai passé un très très bon moment. C'est un roman de fantasy asiatique où on va être énormément sur le côté un peu japonisant, qui est très imprégné de la culture qui est représentée dans les films du studio Ghibli. Donc le château ambulant, il y a quoi, il y a Voyage de Chihiro aussi qui est quand même pas mal... voilà, enfin moi quand je lisais ce livre, c'est ce genre de visuel que j'avais vraiment en tête. Et surtout on a une magie, donc on a des personnes qui sont des pliomages qui peuvent donner vie à du papier en fait, qui va prendre plusieurs formes, qui peut prendre la forme d'un bouclier, être impénétrable, qui peut être un animal, enfin voilà, les possibilités sont infinies. Et en fait on va suivre la jeune Kurara qui est servante sur un hôtel volant, d'où le voilà, château volant, voilà. Et un jour, l'hôtel va se faire attaquer par des shikigami, qui sont en fait des énormes monstres de papier, qui à la base étaient liés à des pliomages, mais qui se sont un petit peu libérés de leur emprise et qui sont très dangereux, qui vont tout détruire sur leur passage. Et elle va se faire sauver, enfin pas sauver, mais elle va rencontrer Imura qui va un petit peu la sauver et qui lui aussi est un pliomage et qui va en fait un petit peu lui apprendre à utiliser son pouvoir, sachant que elle, pour une raison que je ne vous donnerai pas parce que sinon je vous spoil, elle va essayer de retrouver la princesse pour qu'elle puisse lui rendre un service. Je peux pas rentrer dans les détails, je peux pas vous en dire plus. Et du coup en fait pour pouvoir la rencontrer elle doit être une pliomage d'exception puisque cette fameuse princesse ne rencontre que des personnes d'exception qui l'intéressent, sinon c'est impossible qu'elle ait une audience avec elle. Et on va suivre un petit peu tout ça. C'était pour moi très intéressant parce que il y a eu des retournements de situation au début et au milieu du roman que j'avais vraiment pas vu venir. Je me suis dit ah ouais c'est chouette en fait du coup, parce que il y a des moments un peu plus calmes, voilà, et il y a des moments où bim, en fait, ça remet en perspective tout ce que t'as lu, et ça j'ai trouvé ça très 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 cool. Et puis le système de magie est vraiment chouette, l'univers est extrêmement bien décrit, il est très japonisant, mais en fait on nous le décrit vraiment et on s'y perd dedans, on s'y voit, voilà, c'est très graphique. Ça j'aime beaucoup quand c'est graphique en général. Après je vous avoue, j'ai pas retenu les noms des gens, que pour moi ils se ressemblaient beaucoup trop, du coup j'étais un peu perdue là-dessus. Des fois je me disais ah mais c'est, ah non mais c'est lui, d'accord, ah oui non mais j'ai confondu. Et il y a un tout petit truc qui m'a un peu embêtée, c'est que j'ai trouvé que c'était trop facile pour le personnage principal de maîtriser ses pouvoirs. Il y a une raison mais je suis pas sûre que ça me convainc vraiment, voilà. Je trouve que c'est un peu simple, mais par contre j'ai trouvé ça très rafraîchissant, très sympa, très original et j'ai passé un bon moment, vraiment j'ai passé un bon moment avec cette lecture et je lirai avec grand plaisir la suite. Un livre qui a été un peu moins réussi pour moi, c'est Redstone de Charlotte Embrun, publié chez Big Bang. C'est la personne qui a gagné le concours, je crois, d'écriture. Alors, ça partait très très bien, puisqu'on va suivre Ivy, qui est une jeune fille qui vit un peu dans les bas-fonds d'une île, ou enfin voilà, d'un endroit. Et elle va découvrir qu'elle a potentiellement la chance de partir en embarquant en fait sur le bateau pirate d'un célèbre pirate sanguinaire. Et du coup elle va se faire passer pour un garçon pour lui voler quelque chose, pour lui montrer qu'elle est très très forte et que ce serait cool qu'il l'ait sur son bateau. Ça partait très très bien. Il y a vraiment un univers qui est chouette, on est à fond dans Pirates des Caraïbes. Pour ceux qui connaissent, limite moi en le lisant, j'avais déjà l'odeur de l'attraction dans les narines en fait. Donc vraiment c'était très chouette, ça commençait très très bien, c'était rythmé, il y avait des personnages chouettes et puis ça a commencé à dégringoler. Alors je vous explique. Je trouve que ce tome a été mal découpé. Voilà, je pense qu'il y aurait dû avoir 2 livres et pas un seul, et que ça aurait dû être plus fourni chaque partie. Parce que en fait ce livre est en 2 parties, et chaque partie, déjà il y a un saut dans le temps entre les deux, n'a ni la même bande, ni le même méchant, ni le même but. Et ça m'a vraiment perturbée. Parce que du coup, vu que le livre fait 400 pages, ça veut dire qu'on a 200 pages par partie, et que ça se ressent que du coup ça aurait dû être découpé
parce que l'action est incessante. Ça n'arrête pas. On n'a pas le temps de prendre notre souffle et surtout on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages parce qu'ils sont constamment dans une situation périlleuse. Dès qu'ils en sortent, bim, rebelote. Et en fait, j'ai trouvé que c'était trop rythmé. Voilà, c'est bien que ce soit rythmé. Hein. Mais là, il n'y avait pas de moment de calme où on pouvait du coup s'attacher aux personnages, où on pouvait vraiment rentrer dans leur psyché, où on pouvait vraiment tisser des liens entre eux. Parce que ça s'arrêtait pas, ils étaient constamment en danger. Voilà, et j'ai trouvé que c'était dommage. Parce que si jamais ce livre avait été divisé en deux et que ça avait été plus fourni, il y avait eu plus de moments de calme, de moments de partage, des moments où je sais pas, ils auraient été autour d'un feu de camp en train de se raconter des histoires, de rigoler, voilà, de se détendre en fait. Et ben ça aurait été vachement mieux comme lecture. Mais là, j'ai l'impression que c'était bam 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 bam. Fin de la première partie, saut dans le temps, on n'a plus le même méchant, on n'a plus les mêmes buts, on n'a plus les mêmes personnages. Et j'étais là genre mais non, je veux pas être déjà un tome 2, enfin j'en ai pas eu assez, c'était trop rapide, enfin c'était vraiment très perturbant et du coup moi ça m'a vraiment bloquée. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus parce qu'en fait je suis un peu déçue, très honnêtement, parce que j'aime bien l'univers, j'aime bien la plume en soi. C'était pas découpé comme il fallait et il aurait fallu vraiment plus d'approfondissement de l'histoire des personnages, des relations entre les personnages. Là c'était trop... Voilà. En fait, moi j'arrive pas à m'attacher à des personnages quand ils sont constamment dans l'action, en danger, en train de courir, en train de... Voilà, j'ai besoin de moments de calme en fait pour pouvoir tisser des liens aussi avec eux. Et là ça n'a pas été le cas. Donc voilà, bien déçue. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a énormément de potentiel. Mais c'est pas abouti. Voilà. Autre roman où je suis pas convaincue, Gods of Men, le tome 2 de Barbara Kloss. Et autant le premier tome j'étais pas convaincue parce que c'était l'histoire, autant là je pense que c'est le stress. Parce que j'ai lu ce roman, alors la première partie, j'étais là genre ah c'est trop bien finalement, j'aime beaucoup plus que le premier tome, on est dans de la fantaisie orientale, on est vraiment dans l'action, nos personnages sont chouettes, on introduit de nouveaux, on est dans une location différente, on a envie que les personnages se retrouvent parce qu'au début du roman ils sont pas au même endroit. Parce qu'à la base en fait dans le premier tome on va suivre Sable et Jerick qui vont se rencontrer et qui après vont faire tout le chemin ensemble. Sable elle a été exilée après avoir tué sa sœur, après avoir soufflé dans une flûte magique, et Jerick c'est le prince d'un autre royaume et qui a son père qui est très malade, qui va essayer de retrouver Sable pour qu'elle puisse guérir son père, et après il leur arrive plein de péripéties et à la fin du premier tome ils se séparent mais ils sont pas au même endroit. Du coup j'avais très envie qu'ils se retrouvent, je trouvais que l'action était chouette, que le contexte, l'univers, la localisation c'était chouette, que les nouveaux enjeux voilà ouvraient un petit peu plus le monde. Et puis on arrivait à une semaine avant mon permis et là j'ai lu le livre mais je ne sais plus ce que j'ai lu. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, je l'ai lu. J'étais tellement fatiguée et anxieuse que le lendemain matin je savais déjà plus trop ce que j'avais lu. Et du coup en arrivant à la fin du bouquin je me dis mais je comprends plus grand chose. Parce que je pense que je l'ai lu en mode automatisme mais mon cerveau était pas là. Et du coup bah voilà en soi ça partait très bien mais j'ai un espèce de sentiment de... Parce que je me souviens plus trop, parce que j'étais pas investie, parce que j'étais pas dedans. Et du coup très honnêtement je pense que je lirai pas le tome 3. Parce que le tome 1 avait pas été un coup de cœur, donc voilà, j'ai pas ce truc. Et même si le tome 2 partait bien, vu que je me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé, je sais pas si j'ai envie de m'investir dans un troisième tome. Et je trouve ça dommage parce que tout le monde l'a adoré sur le Discord. Et puis moi je partais vraiment avec un super bon ressenti. Mais j'ai pas envie de me retaper la lecture en fait, pour pouvoir vraiment comprendre et passer au tome 3. Donc je pense que je vais m'arrêter là, et c'est dommage, et je pense que clairement ça c'est un livre que j'ai pas lu au bon moment, parce que ça demandait trop d'investissement
au niveau du monde pour comprendre ce qui se passait, pour intégrer les diverses informations, les nouveaux personnages, les enjeux et tout, et que en fait j'étais pas dispo mentalement, j'étais pas dispo. C'était trop exigeant comme lecture pour moi à ce moment-là, je pense. Et du coup, bah voilà, et je trouve ça très dommage, et c'est vraiment dommage que j'ai eu ça. Dites-moi si un jour ça vous a fait ça aussi. Mais voilà, un peu déçue, parce que j'aurais vraiment voulu adorer, et je me rappelle déjà plus trop ce qui s'est passé, donc voilà. Autre lecture un peu... voilà, mais ça c'est pas à cause de l'état d'esprit, il s'agit de Gods and Monsters de Shelby Mayrin, publié chez De Saxus. C'est le dernier tome de la saga Serpent and Dove. Je vous ferai évidemment un saga en série, en temps et en heure. Ce sera peut-être pas diffusé tout de suite, peut-être que je vais les garder pour le mois de juillet. Parce que le mois de juillet sera beaucoup plus light niveau vidéo, voilà, je vous le dis déjà. Et du coup là c'est le 3e tome. Pour récap, à la base Serpent and Dove c'est l'histoire de Lou qui est une sorcière et de Reed qui est un chasseur de sorcières. Ils se retrouvent à devoir se marier par un événement un petit peu incongru et on va les suivre dans les aventures qu'ils vont vivre avec leurs compagnons. Et le premier tome a été un gros coup de cœur, je l'avais adoré. Et le second tome, je m'étais ennuyée, Parce qu'en fait, je trouvais que ce qui était cool dans le tome 1, c'était l'espèce de relation amour-haine entre Lou et Reed. Et les voir tomber amoureux, les voir se rapprocher. Il y avait beaucoup d'humour, c'était très chouette. Et en fait, dans le tome 2, ils étaient amoureux. Et du coup, j'ai trouvé que ça n'avait plus d'intérêt. C'était plat, il se passait rien, c'était que je t'aime moi aussi, je t'aime moi aussi. Et je trouvais ça très... voilà. Et le 3e tome est beaucoup mieux, puisque il va y avoir des événements qui vont faire que Lou et Reed vont plus être sur cette phase linéaire, on va dire. Et on va les revoir tomber amoureux, et il y a beaucoup plus d'enjeux. On parle enfin des dieux, parce qu'en fait on nous amène vraiment qu'une petite bouchée dans le tome 2. Et ça j'ai trouvé ça dommage, parce que si jamais ça avait été un peu plus amené déjà dans le tome 2, on aurait pu avoir quelque chose de plus fourni dans le tome 3, et en fait ça reste vraiment à la surface. Le monde reste vraiment à la surface. En fait on nous introduit plein de choses différentes, mais on creuse pas du tout. Et du coup j'ai trouvé ça dommage, vraiment dommage. C'était un peu plus rythmé que le tome 2, il y avait des moments chouettes, il y avait des moments plus lents, enfin voilà, c'était... En fait c'était pas exceptionnel. En fait je l'ai lu en lecture commune avec une copine, et il y a des jours où on se disait ah c'est chouette la partie du jour et tout, hein, c'était rythmé, on s'est pas ennuyé. Et il y avait des jours où on se disait ouais c'était pas top. Et c'est un petit peu mon état d'esprit sur ce roman, c'est que à la fois pas mal et à la fois un peu bof. Voilà, donc lecture très mitigée. Il y a un spin-off qui va sortir et là je suis en indécision pour savoir si déjà je garde la saga. Donc je pense que le spin-off je vais pas le lire. Et voilà, ça partait très très bien et ça s'est vraiment essoufflé cette saga, c'est très dommage, c'est vraiment très dommage parce qu'il y avait beaucoup de... Il y avait beaucoup de potentiel dans le tome 1 et ça s'est vraiment dégringolé, je trouve, ça s'est cassé la figure, donc voilà, dommage. Je vais attendre un petit peu avant de faire le saga en série pour voilà, avoir un petit peu plus de recul sur tout ça, mais ouais, pas convaincue. Heureusement, les lectures qui nous restent, ça a été de très très bonnes lectures. On va parler de L'Héritière de Feu, donc le 3e tome de la saga Keleana, écrit par Sarah J. Maas et publié chez La Martinière Fiction. Keleana, à la base, c'est l'histoire donc de Keleana, hein, qui est une assassin et qui est esclave dans les mines de sel d'Andovier et qui va être sortie un peu de son esclavage pour participer à une compétition afin d'essayer en fait de devenir l'assassin du roi et pouvoir troquer son esclavage contre 5 ans de service et après la liberté. Le premier tome et le deuxième tome, c'était franchement pas terrible, c'était vraiment très bof et j'ai quand même continué parce que Sarah J. Maas met pas mal d'easter eggs dans ses autres romans, donc j'avais vraiment envie de tout lire et on m'a dit que ça s'améliorait énormément avec la suite. Et je pense qu'en fait juste le tome 1 et le tome 2 c'était ses premiers écrits et du coup c'était pas ce qu'on a l'habitude d'elle, parce qu'en fait en soi, je sais pas si je dirais que c'était vraiment naze, c'est juste que quand on a l'habitude de ce qu'elle écrit, c'est vraiment fade quoi. Et heureusement, ce tome 3, ça y est, là, on retrouve Sarah J. Maas. Enfin, on le retrouve. Du coup, je pense que c'est à partir de là qu'elle a commencé vraiment son style. Puisque déjà c'est rythmé, il y a des personnages qui sont très cool, qui sont flippants, mais à la fois vraiment trop classe. Il y a vraiment un monde qui
qui s'agrandit d'un coup. On dirait qu'on n'est même plus au même endroit. C'est genre vraiment, on n'est même plus dans le même monde pour moi. Tellement l'univers s'est étoffé d'un coup. Avec beaucoup plus de magie, beaucoup plus de lore, beaucoup plus de créatures. Et c'est vraiment chouette. C'est vraiment très 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 chouette. Et là, ça y est, je suis à fond. Ça y est, je veux connaître l'histoire. J'ai envie de savoir où ça va. J'ai envie de découvrir comment certains personnages vont se rencontrer. Parce que pour le moment, ils sont dans des endroits très différents. Mais on se doute que quand ils vont se rencontrer, ça va être explosif. Voilà, je suis vraiment dans cet état où j'ai envie d'en savoir plus. Et heureusement que ça arrivait, parce que si au tome 3 ça n'arrivait pas, j'allais vraiment subir le reste de la saga. Donc là, je suis trop contente, je suis hypée. Il y a des nouveaux personnages que j'adore, et peut-être même plus que ceux que je connaissais déjà. Non, c'est sûr, plus que ceux que je connaissais déjà. Et on sent que voilà, ça devient vraiment un roman choral, enfin un roman, une saga chorale, que vraiment il n'y a plus que Keleana, qu'il y a vraiment d'autres personnes qui sont très importantes. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de continuer cette saga. Je ne sais plus quand on a dit qu'on allait lire le tome 4, partie 1 et partie 2 avec Mélanie, puisque je le lis en lecture commune avec The Book of Mélanie. Donc voilà, très 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 bientôt, mais super chouette. Et enfin, last but not least, une de mes meilleures, si ce n'est ma meilleure, si on compte pas l'Assassin Royal, lecture du mois, Love on the Brain d'Ali Hazelwood, publié chez Hauteville. Déjà, l'édition est sublimissime, voilà, c'est très très beau, c'est très plaisant au visuel. Mais en plus, l'histoire, qu'est-ce que je l'ai aimé. J'avais adoré The Love Hypothesis, mais j'ai encore plus aimé Love on the Brain. Alors que normalement, sachant que dans The Love Hypothesis, on a vraiment une représentation d'un personnage qui est autiste, même si je suis pas sûre que ce soit clairement dit, mais enfin voilà, je trouvais ça vraiment chouette. Mais là, on a moins de représentation, mais j'ai trouvé que l'histoire était bien meilleure, même si j'ai adoré, attention, The Love Hypothesis. Mais là, j'ai été vraiment complètement dedans. On va suivre Bee, qui est une neuroscientifique je crois, et qui va travailler pour la NASA sur un projet un peu transverse, et elle va se retrouver à co-diriger le projet avec un autre personnage, j'ai oublié, Lévi, voilà, Lévi, qui en gros était son némésis à la fac. C'était vraiment son ennemi juré presque, parce qu'il n'était pas très cool avec elle, et qu'il lui faisait clairement sentir. Et du coup, ben, elle est un peu embêtée, mais bon, le projet est tellement cool qu'elle va quand même se lancer dedans. Vous vous doutez bien qu'ils vont tomber amoureux, que c'est un enemies to lovers. Mais là où j'ai trouvé très chouette, c'est qu'on retrouve le même humour, la même plume que dans The Love Hypothesis, mais plus de réalisme. Parce que le petit truc que j'avais reproché à The Love Hypothesis, c'est que je trouvais que dans l'intimité, les personnages changeaient totalement de personnalité, et j'ai trouvé ça très bizarre. Je trouvais pas ça logique, je trouvais ça, voilà, différent de leur personnalité, je les reconnaissais pas. Alors que là, dans l'intimité, on est sur quelque chose de beaucoup plus similaire à leur personnalité, et du coup beaucoup plus logique, beaucoup plus, voilà, limpide, et c'est ça qui a fait que j'ai préféré celui-ci. Et puis, enfin, et voilà, j'adore la plume d'Ali Hazelwood, j'adore son humour, vraiment, c'est trop ma came en fait. Et le fait qu'on soit dans deux univers un peu universitaires scientifiques, ça m'a pas dérangé, et j'ai pas vraiment fait de comparaison en fait entre les deux. Alors je pense que si je les avais lus vraiment à la suite, oui, j'aurais fait des comparaisons, mais là j'ai pas comparé en fait les deux. C'est à la fin, quand j'ai terminé ma lecture, que je me suis dit alors j'ai préféré ça par rapport à l'autre, mais pendant ma lecture je me suis pas dit ah ça me fait penser à ça, ça me fait... Enfin vraiment j'ai dissocié les deux, et c'était trop chouette, et j'adore vraiment, c'est vraiment trop cool, j'adore cette autrice. Et pour l'été, si vous cherchez une romance drôle, fun, légère, mais allez-y gaiement, vraiment trop chouette, et je suis trop contente parce que j'ai dit beaucoup trop, non? Ouais, je pense que je l'ai dit beaucoup. C'était une lecture excellente, et je suis ravie d'avoir pu recevoir en plus cette magnifique édition. Donc pour finir sur une excellente note, lisez Love on the Brain. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si jamais vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji scientifique pour Love on the Brain, parce que vraiment, j'ai adoré. Et puis, je vous remercie pour votre soutien. On s'approche vraiment dangereusement des 2000 abonnés. Et on n'est que le jour où je filme, le 2 juin. Donc il me reste 10 jours avant mon anniversaire. C'est fou comme ça arrive beaucoup plus vite que ce que je ne pensais, et vraiment merci, vous vous rendez pas compte, mais ça fait un an, vraiment un an
parce que ça fait un petit peu plus longtemps que j'ai ma chaîne, c'est vraiment 1 an que je suis très investie, que je fournis beaucoup de travail et juste je me dis waouh, il y a 2000 personnes presque qui m'écoutent et qui me regardent et waouh, ça me fait vraiment, enfin c'est une extrême reconnaissance que je vous adresse, merci beaucoup, merci et puis voilà, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas du coup à le faire et à mettre un petit commentaire et un pouce en l'air pour me soutenir. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.